Salut mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Merci d'avoir renouvelé votre confiance sur EFO 243. Yannick Ouaranga Sissemo en direct de la province du Nord Kivu pour vous informer. Messieurs, mesdames, mon cher internaute, cette soirée, nous sommes là pour vous parler de la situation, en cette fois-ci du volcan, et non de la situation sécuritaire. Comme vous le savez, le Nord Kivu est actuellement menacé par la sécurité et on a toujours parlé de cette question. Mais ce soir, nous vous parlons, en cette fois-ci, d'une éruption volcanique. Et là, nous vous parlons de cette éruption du volcan Nyamulagira. Le volcan Nyamulagira qui est entré en éruption depuis la soirée de ce lundi 13 mars 2023. Ce volcan est situé dans le territoire de Nyiragongo, près de la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le volcan Nyamulagira, il est aussi situé à côté du volcan célèbre de Nyiragongo, lequel volcan était entré en éruption le 21 mai 2021 pour la dernière fois. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pas l'éruption du volcan Nyiragongo, c'est plutôt l'éruption du volcan Nyamulagira. Et sachez, selon le communiqué rendu public par l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, l'éruption du volcan Nyamulagira n'a rien à voir avec la population ou alors la ville de Goma, et que donc la population de la ville de Goma devrait rester calme. Cette éruption, donc ce volcan Nyiragongo est en train de verser sa lave vers le parc national de Virunga, surtout que ce volcan est situé à plein parc national précité. Et la lave est en train d'être versée dans le parc national de Virunga et dans les zones non habitées. Et donc l'OVG appelle la population de Goma et du territoire de Nyiragongo à ne pas paniquer, surtout qu'aucune menace ne pèse sur ces entités, et d'autant plus que le volcan de Nyamulagira a toujours entré en éruption, mais a toujours versé sa lave vers le parc national de Virunga. Et comme nous l'avons annoncé, la ville de Goma est située au pied des volcans. Il y a encore deux volcans qui sont actifs ici au Nord Kivu. Il s'agit du volcan de Nyiragongo et celui de Nyamulagira qui est d'ailleurs entré en éruption. La ville de Goma est située au pied de ces deux volcans et depuis de cela, l'Observatoire volcanologique de Goma est en train de surveiller ces deux volcans pour signifier la population ou pour alerter la population au cas où le volcan Nyiragongo parvenait à entrer en éruption. Je l'ai souligné bien avant, Nyiragongo était entré en éruption pour la dernière fois, c'était le 21 mai 2021. Et avant cela, il était entré en éruption, c'était à 2002. Et à 2000, voilà, c'était à 2001. Et aujourd'hui, ce volcan ne présente plus des difficultés, d'autant plus qu'il est bien surveillé par l'Observatoire volcanologique de Goma. Et voilà un peu la situation de ce soir ici dans la province du Nord Kivu. Donc, pas de panique, tout se passe très bien. La lave est versée vers le parc national de Virunga. Info 243 au cœur de l'actualité. Face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Mais au lieu de cela, nous entendons des voix s'élever ci et là pour décrier notamment son dernier voyage à Genève, en Suisse, avec les habituels sarcasmes railleurs dans lesquels beaucoup d'analystes et des acteurs politiques sont passés maîtres dans notre pays. On questionne l'opportunité de ces multiples déplacements du président à l'étranger, alors que le pays est en guerre. J'ai personnellement regardé avec beaucoup de surprise des images et vidéos postées sur un site des réseaux sociaux
avec des commentaires selon lesquels le président serait allé en Suisse, je pense que vous l'avez vu, pour assister à un mariage que l'on présentait comme s'étant déroulé en Suisse. En réalité, l'événement, puisqu'il a eu lieu à Kinshasa, puisque moi-même j'y avais été convié. Il s'agissait du mariage de la fille d'un des collaborateurs du président, en l'espèce le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui mariait sa fille. Et le président de la République, avant de prendre l'avion pour la Suisse, avait tenu à aller à l'hôtel Fleuve Congo pour honorer le président Mbosso et sa fille qui se mariaient. C'est un comble de mauvaise foi. De telles attitudes inconséquentes peuvent être multipliées à l'infini. Ils font le lit de notre agresseur. Lorsqu'un pays est attaqué, et qu'au lieu de se souder derrière le commandant suprême des forces, les gens se mettent à chercher à le ridiculiser, c'est du pain béni pour l'agresseur. Parce qu'il compte en plus sur l'indifférence d'une communauté internationale recroquevillée dans des vœux pieux, des déclamations rituelles et vagues, des rudiments du droit international humanitaire. Aucune sanction, aucune condamnation de l'agression rwandaise. Et je voudrais ici, m'exprimant devant la presse nationale, dire que l'un des axes principaux de cette agression rwandaise à l'est du Congo depuis près de 3 décennies est sémantique, c'est-à-dire relatif au sens et à la signification que l'on donne aux mots. Il ne faut donc pas tenir rigueur au président Tshisekedi d'accorder aux mots l'importance ainsi qu'il l'a démontré en prenant part lui-même à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a eu lieu à Genève en Suisse, parce que sa présence à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo à ce forum a donné une forte redondance, un grand retentissement à la voix des Congolais qui font les frais depuis 1996 des agressions du Rwanda. Nous savons tous que les morts causées par ces agressions récurrentes se comptent en millions d'hommes, de femmes, d'enfants inoffensifs. Nous savons qu'à cela s'ajoutent d'autres crimes contre l'humanité. Viol, recrutement d'enfants dans des groupes armés, destruction de l'écosystème environnemental, déplacement forcé des populations chassées de leurs terres et errant comme des réfugiés ou des apatrides à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Il revient en premier lieu au chef de l'État le devoir d'exiger justice pour tant de crimes impunis contre son peuple. Et lorsque M. Tshisekedi déclare lundi devant ce forum des Nations Unies de Genève qu'il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles de tout temps dans le monde les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Congo en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes, il place à juste titre la communauté internationale dont le silence vis-à-vis de ces crimes frise la négation du plus fondamental de nos droits, le droit à la vie devant ses responsabilités dans la perpétuation de ces souffrances humainement inacceptables
que la principauté militaire en place à Kigali impose au peuple de la région des Grands Lacs. À mon avis, de pareilles polémiques révèlent l'effervescence du front intérieur dans cette guerre qui est faite à la République démocratique du Congo. Un front dont les objectifs sont l'affaiblissement moral et, à terme, l'effondrement du Congo à partir de l'intérieur même de ses frontières. L'agresseur rwandais et ses alliés tentent ainsi de subjuguer la conscience des Congolais avec des idées saugrenues, comme celle selon laquelle, pendant une agression, le président de la République doit se limiter à exercer exclusivement ses attributions de chef suprême des forces armées. Il ne doit plus gérer le pays, il doit simplement s'occuper de commander l'armée. Une autre idée, ce serait qu'il ne devrait pas voyager. Il doit s'isoler dans un bunker à l'intérieur des frontières nationales, sans communiquer avec qui que ce soit. Alors que nous voyons un pays comme l'Ukraine en but à une attaque de la deuxième puissance militaire mondiale qu'est la Russie, le président Volodymyr Zelensky ne cesse de sortir de son pays pour porter la voix de son peuple à travers les 4 continents, les 5 continents. Pour ma part, vu ce qui précède, j'estime que le président Tshisekedi a correctement cerné les contours de la situation qui embrase son pays, dont nous savons tous qu'ils plongent leurs racines dans certains milieux financiers occidentaux, auxquels le régime de Kagame ne sert que de courtier. Le dessein de l'agresseur est de mettre sous coupe réglée les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Ce projet ne date pas d'hier, vous le savez, car il avait déjà éclos dans l'esprit des plénipotentiaires représentant les parties prenantes à la conférence de Berlin sur le bassin du Congo de 1885, lorsqu'ils décidèrent de considérer notre pays comme un no man's land, une res nullius, une terre de personnes, peuplée de sous-hommes, dont ils avaient le droit de se partager les immenses richesses, une colonie internationale, ouverte à l'exploitation de tous et régentée par le roi des Belges, Léopold II, dont on a l'impression que Paul Kagame veut prendre la succession aujourd'hui. Il n'y a rien de présent qui ne plonge ses souches dans le passé. Les Congolais doivent en prendre conscience. Ils ne doivent plus tolérer cette vision déshumanisante de leur pays.